je vais aborder avec vous, pas directement un problème de maladie psychosomatique, mais on a déjà un petit peu abordé le problème de la vision binoculaire. Et ben, on va avoir un problème de vision binoculaire chez cette jeune fille qui a 13 ans. Alors, vous savez, très souvent, les gens viennent, quelquefois c'est clair, c'est pour un problème de pathologie psychosomatique, mais quelquefois c'est pas du tout ça. C'est comme dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et petit à petit, vous découvrez que derrière tout ça, et ben, au fond, il y a des problèmes au niveau de l'organisation personnelle. Et j'ai choisi cette patiente pour vous montrer aussi les difficultés que l'on peut rencontrer en psychosomatique au niveau d'une organisation donc, du fonctionnement qui n'a pas pu se réaliser dans l'histoire de la personne. Alors, il s'agit d'une jeune fille qui s'appelle Jeannette pour nous. Vous savez qu'on cache toujours les éléments de l'anamnèse pour rester quand même dans le secret professionnel. Et ça, c'est très, très important. Si jamais un jour vous parlez de vos patients, c'est très important que vous gardiez quelque chose qui est fondamental pour moi dans notre métier, qui est le secret professionnel. Donc, elle vient consulter, figurez-vous, que pour des difficultés scolaires, notamment des difficultés dans les mathématiques. Alors, elle a une histoire compliquée. Ses parents, donc, hésitent pendant très longtemps entre la formule du divorce et celle de vivre ensemble. Alors, il y a plusieurs séparations et bien sûr, l'enfant est au milieu. Donc, elle a vécu donc, pendant ces 2 premières années cette situation de séparation, pas séparation. Et pendant les séparations, eh bien, elle était envoyée chez ses grands-parents maternels. Et ses grands-parents maternels, ils étaient à l'étranger. Et puis, elle revenait en France à chaque fois que ses parents se réconciliaient. Et la mère la reprenait. De toute façon, ce qui est clair, c'est que la mère était très angoissée dans la relation avec sa fille et que c'est pour cette raison aussi qu'elle s'en séparait régulièrement. Alors, la première séparation avec sa fille, donc il y en a eu 3 entre sa naissance et 2 ans et demi. Et à 3 ans, il y a eu une séparation beaucoup plus longue qui a duré 3 mois. Et là, c'est là qu'un strabisme divergent est apparu. Auparavant, par 2 fois, il y a eu des hospitalisations de sa fille au moment où sa mère l'abandonnait pour différentes pathologies graves. Et puis, la grand-mère meurt. Et la grand-mère paternelle meurt. Et le père qui était parti, donc, revient vivre avec sa femme, parce qu'il se sent seul. Et ils étaient quand même séparés depuis 2 ans. Alors, ce qu'on remarque, c'est que pendant cette période donc, de relation à 3,
le strabisme de l'enfant va disparaître et elle est beaucoup moins souvent malade. Le cadre donc, stable de la relation triangulaire lui donne une forme de sécurité qui lui convient. Elle est très dépendante de sa mère. Bien sûr, elle a peur toujours qu'elle soit abandonnée. Et lorsque elle a 5 ans, donc on la met en classe et elle s'insère bien dans le groupe scolaire. Donc l'angoisse d'abandon est quand même atténuée, mais elle a tendance à tout faire pour qu'on s'occupe d'elle. L'entrée en CP, par la suite, ça ne pose pas de problème. Elle commence à utiliser donc, sa main gauche pour écrire, mais au 2e trimestre, figurez-vous que sa mère meurt d'un problème cardiaque. Donc, je veux dire, c'est un deuil inattendu et soudain. Voilà. L'enfant se déprime, elle reste avec son père qui voyage beaucoup. Et c'est une employée de son père, enfin une employée de la maison de son père qui s'occupe d'elle lorsque son père s'absente. Et là, son strabisme divergent réapparaît et il est beaucoup plus important que lorsqu'il est apparu dans la première espace de séparation maternelle. Alors, sur le plan représentatif, elle ne peut pas dessiner. Voilà. Et sur le plan du corps, elle n'arrive plus à se repérer quant à la droite, quant à la gauche. On a l'impression que son corps est déprimé, perdu, vide. Elle ne sait plus où elle en est dans la relation et elle utilise à l'école tantôt la main droite, tantôt la main gauche, vous voyez, elle est perdue. Et d'ailleurs, dans l'espace, quand on lui pose la question de la droite et de la gauche, elle se trompe. Je veux dire, c'est pas... Elle se trompe d'une manière perdue, je veux dire, c'est pas la gauche l'inverse de la droite, voilà, ça n'a pas de structure. Comme s'il y avait toute une structure qui partait, comme ça, qui était partie. Et bien sûr, ça va poser des problèmes pour le sens des lettres et des chiffres qui sont... c'est n'importe quoi. La maîtresse prend l'affaire en main et elle lui ordonne d'utiliser la main droite. Voilà, parce que c'est comme tout le monde et c'est beaucoup mieux pour elle. C'est ce qu'elle fait. Et elle prend des cours pour apprendre à dessiner et à écrire correctement de gauche à droite. Et effectivement, ça marche, elle apprend. Parfois, elle peut être perdue, mais d'une manière générale, ça marche, elle apprend. Et la maîtresse, pour l'aider, lui passe une petite ficelle rouge, vous savez, sur le poignet droit. Comme ça, en classe, elle est beaucoup moins perdue. Et c'est vrai que ça marche. Et son père, donc, reprend ce qu'a fait la maîtresse en lui achetant un très joli bracelet qu'elle met à la main droite. Donc, avec ça, elle se repère mieux pour l'instant. L'année suivante, donc elle a 7 ans, elle est rééduquée pour son strabisme.
Alors, dès le départ, avec cette rééducation, il y a un eczéma qui se déclare. Pas des yeux, hein, un eczéma au niveau du corps. Vous voyez, on force, ce que je vous disais tout à l'heure, un fonctionnement qui a des bonnes raisons personnelles pour être là. Et effectivement, ça crée une situation d'impasse. Et elle le traduit par une pathologie psychosomatique qui va être l'eczéma. On ne peut pas dire que c'est une somatisation, mais on peut dire que c'est un symptôme organique qui s'est mis en place pour régler le problème de la perte. Et ça, je voulais vous dire que autant un symptôme psychosomatique comme celui-là, qui est en fait se rapprocher de l'autre, puisque le strabisme joue un rôle qui soit convergent ou divergent sur la distance visuelle, donc se rapprocher de l'autre pour ne pas perdre dans une situation où elle a perdu justement la relation maternelle, cette relation première dès son origine. Donc, cette manière de fonctionner sur le plan de la vision est là pour régler le problème de l'abandon maternel. Hein? Donc, effectivement, lui enlever cette possibilité-là sur le plan somatique, c'est la confronter à l'impasse qu'elle essaye de régler à travers ce problème visuel. Et ça, c'est quelque chose que vous retrouverez dans certaines pathologies. C'est-à-dire que, pas toujours, mais souvent, les pathologies sont là pour régler un problème qu'on ne peut pas régler autrement. Soit ils s'inscrivent dans une régression, par exemple, soit ils sont là pour régler un problème qui tient le coup avec cette manière d'être malade et bon. Pose un autre problème. C'est bon. Donc la rééducation, bien sûr, va faire fonction d'impasse. On l'oblige de voir et de contrecarrer une situation relationnelle qui lui permettait justement d'être rassuré quant à la perte. Comme cette rééducation, en plus, va être interrompue parce que, figurez-vous, qu'elle va avoir l'appendicite. Donc, elle va être hospitalisée. C'est terrible parce que l'appendicite va générer une anesthésie, que l'anesthésie va générer une autre manière de perdre, qui va se surajouter à la perte de la mère. Donc vous voyez que l'impasse est encore renforcée par cette opération. Et la jeune fille réagit mal à l'anesthésie, donc qui renvoie à la perte de sa mère qu'elle était en train d'essayer de dépasser par le phénomène de strabisme. Et elle va faire un séjour que personne ne comprend en réanimation. Donc, on arrive à la récupérer sur le plan médical et on arrête l'orthoptie, ce qui est une bonne chose. À la rentrée suivante, donc, elle est prise en charge à sa sortie de l'école par une institutrice qui l'aide à faire ses devoirs. Et là, avec cette institutrice,
vis-à-vis de laquelle elle crée une relation maternelle, maternante, ce qu'il lui faut, eh bien, la difficulté d'orientation dans l'espace va ne pas se régler, mais elle va se récupérer et elle va avoir moins de difficultés pour la lecture et pour l'écriture. Et ensuite, comme la situation n'est pas entièrement réglée, eh bien, on va casser ce processus en lui faisant quitter cette personne qui s'occupe d'elle sur le plan du travail scolaire pour faire une rééducation avec une orthophoniste technicienne pour régler les problèmes donc, de lecture et d'écriture. Voilà. Et là, donc, eh bien, il va y avoir un eczéma géant qui apparaît et quelque chose qui est quand même extrêmement peu fréquent par la suite, qui va être une crise de rhumatisme articulaire aigu. C'est très peu fréquent chez une enfant si jeune. Et ça l'empêche de se déplacer pendant 2 mois. Oui. Et non seulement ça l'empêche de se déplacer, mais il y a quelqu'un qui est obligé de s'occuper d'elle pendant 2 mois. Ce qui lui permet aussi, vous voyez, je vous disais, le problème du linéaire dans la symptomatologie, ce qui lui permet secondairement de récupérer quelque chose du relationnel. Donc, pour se sortir de là, l'institutrice va renforcer chez elle le cadre adaptatif. Il faut dire que cette jeune fille est dépourvue de possibilités imaginatives avec une absence de souvenir des rêves. Et l'institutrice va comprendre non pas le cadre adaptatif, mais que ce qui marche chez elle, c'est de lui donner des trucs pour s'en sortir. Alors, elle va lui donner des trucs scolaires, mais pour le français, le manque d'imagination va vraiment l'handicaper. Et les rédactions sont très mauvaises, donc elle va avoir de mauvaises notes en rédaction. Et pour les mathématiques, dans un premier temps, comme elle a une mémoire qui s'est développée très importante, elle peut refaire facilement les problèmes lorsque l'énoncé est presque semblable à ceux qu'elle a fait en classe avec son institutrice. Mais lorsqu'elle est éloignée de l'institutrice, elle ne sait plus. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui montre l'importance chez elle du relationnel. C'est-à-dire, quand elle est avec l'institutrice, il y a quelque chose dans la relation qui passe et qui lui permet d'avoir un peu de structure. Et quand la personne n'est plus là, eh bien, elle est dans un vide. Donc, effectivement, ça ne marche plus. Et lorsque la situation scolaire se complique, lorsqu'elle est en classe de 3e, elle traduit donc ces difficultés scolaires par un redoublement. Et ce redoublement, alors c'est quelque chose que l'on voit aussi depuis ces dernières années, c'est que d'abord, ce type de redoublement ne sert pas à grand-chose puisqu'il s'agit d'un fonctionnement, donc elle peut tout à fait refaire la classe avec les mêmes notes. Hein. Le problème est ailleurs et c'est ce qui se passe. Et elle travaille et ça ne marche pas. Donc ça va être le facteur incident d'une situation d'impasse qui va se traduire par un eczéma géant. Voilà pour l'anamnèse. Donc, vous voyez, quand on travaille l'anamnèse, on voit 2 choses par rapport à... Alors, l'anamnèse, j'appelle ça l'anamnèse parce que
c'est un mot grec, mais en fait, il vaut mieux utiliser l'histoire. C'est plus souple, je trouve, que ce mot. C'est quelque chose qui est raconté. Alors là, bon, comme c'est une jeune fille, c'est sûr qu'on voit le père, mais quand on voit les parents, qu'on travaille avec des enfants ou des jeunes adolescents, quelquefois, c'est pas bon de voir l'adolescent avec les parents parce qu'il y a un gros conflit. Quelquefois, c'est bon de voir l'adolescent avec les parents. Ça, c'est à vous de voir la tonalité du conflit. Mais ce qui est sûr, c'est que le discours, même quand l'enfant est là et qu'on lui demande de parler, n'est pas du tout le même, le discours des parents, que celui de l'enfant, le vécu de l'enfant. Donc, ce qui est important, c'est que au fur et à mesure des séances qui se font dans l'association libre, c'est-à-dire le patient qui parle librement, vous ramassez toutes les données de l'anamnèse et vous les mettez ensemble petit à petit pour vous faire un canevas de l'histoire du patient qui, petit à petit, au cours des séances, en vient à s'enrichir. On ne va pas poser des questions aux parents ou à l'enfant, si, quand on ne comprend pas quelque chose, mais c'est quelque chose qui se construit petit à petit au travers les entretiens que l'on a avec les parents et avec l'enfant. Donc, si vous voulez, c'est important pour nous parce que quand on travaille en psychothérapie, enfin, moi, je ne prends jamais de notes devant le patient, je prends toujours des notes après. Parce que quand vous prenez des notes devant le patient, ça change le discours du patient qui se sent regardé, qui se sent épié, qui sent que tout ce qui va être dit ne peut pas être effacé. Vous voyez, les paroles ne laissent pas autant de traces que les écrits. Et ça va modifier son discours et quelquefois l'empêcher même de parler. Je parle à ces personnes qui ont envie de tout contrôler, de tout maîtriser. Imaginez-vous que de voir inscrire leur histoire sur une feuille de papier, ça les gêne profondément et qu'ils ne vont pas vous livrer des données qu'ils ont à vous livrer. Il y en a d'autres qui fonctionnent plutôt sur le plan de la richesse imaginative, qui vont être tout à fait contents que quelqu'un écoute et qui vont vous faire un vrai roman parce que justement, vous êtes en train d'écrire. Donc, vous voyez, je trouve que ça perturbe, ça fait un tiers dans la relation. Voilà. Donc, j'ai l'habitude d'écrire sous forme télégraphique après la visite du patient et puis ensuite de reprendre les choses d'une manière plus étendue quand on a plus de temps pour le faire. Mais c'est très important que vous puissiez avoir un canevas de votre travail parce que après, vous pouvez y retourner et ça vous permet de comprendre des avancées relationnelles et puis de placer justement ce fonctionnement et l'histoire de votre patient. Donc là, dans ce canevas, on peut repérer donc un processus de perte qui s'est organisé donc très tôt dans l'histoire de la patiente, avec une problématique de convergence visuelle, donc, qui a été utilisée donc, au départ dans la relation à la mère, qui l'a quittée pour un long moment, 2 ans,
et puis ensuite, confronté au deuil de sa mère, une reprise donc de ce symptôme autour donc de la convergence. Et vous savez que la convergence donc joue un rôle sur le plan de la distance relationnelle, justement de cette relation perdue, comme si elle se raccrochait sur le plan de la distance à toute personne étant susceptible de faire comme sa mère. Voilà, pour être rassurée quant à la relation. Sur le plan de son organisation personnelle, donc elle fonctionne dans l'adaptation, dépourvue de potentialité imaginative, et elle s'est structurée grâce au cadre adaptatif que lui ont permis ses éducateurs qui pensent bien faire, l'aider. Et effectivement, ça l'aide, mais ça l'aide de l'extérieur, si vous voulez. Et à l'intérieur, le problème reste le même, c'est-à-dire une difficulté d'organisation personnelle, une difficulté d'exister personnellement et de structurer, je veux dire, le corps, l'espace, tout ça, c'est la même personne. C'est la personne qui vit dans un espace, qui vit dans une temporalité, ça fait partie d'elle, et le corps aussi de la même manière. On a vu aussi donc le problème des rééducations techniques et de tout fonctionnement technique. Alors, parce que dans la relaxation aussi, vous pouvez avoir des gens qui vous apprennent à vous détendre. Ça existe. Hein, ou des techniques, ou des vidéos. Enfin bon, tout est possible qui vous apprennent à vous détendre. Le problème n'est pas là. Le problème, il est que l'important, c'est toujours de partir du sujet. C'est lui qui sait, c'est lui qui vous dit son histoire, c'est lui qui vous dit à travers sa tonalité, à travers la manière dont il dit les choses dans la relation avec vous, ce qui est important et les liens qu'il peut y avoir entre le psychique et le corps. Donc, c'est à vous de repérer ces moments, ces structurations, et ça vous permettra de travailler par la suite. Alors là, on repère le problème de la convergence visuelle et un problème aussi de pathologie autour de cette situation d'impasse dans laquelle on la met en lui imposant, en allant contrecarrer un fonctionnement qui est effectué par elle. Voilà. C'est comme si on lui supprimait cette manière d'exister. C'est une manière de s'arranger puisque pour que son existence puisse tenir le coup. Vous voyez? On lui supprime encore ça. Hein? Donc, effectivement, on la met dans une impasse importante et ça se traduit donc là par une appendicite. Et le problème qui se pose, c'est qu'on va lui faire jouer dans l'opération de l'appendicite le manque définitif, alors qu'elle était en train de le compenser par son problème visuel, de relation. Hein? Ça vous permet aussi de comprendre ce qui se passe actuellement au niveau de la relation et de l'absence de la relation avec ce virus. Hein? C'est quelque chose qui touche à des structurations intérieures différentes et dont on a besoin parce qu'on est créé en relation
parce qu'on est dans une relation. Quand il n'y a plus de relation, c'est la mort. Donc vous voyez un peu le cheminement de la relation, et c'est quelque chose qui est absolument vital pour toute personne. Voilà. Dans n'importe quel fonctionnement, qu'on soit dans l'adaptatif, qu'on soit dans la richesse imaginative, qu'on soit dans la mixité, c'est quelque chose qui est absolument fondamental et qui nous permet d'exister. Donc là, on lui supprime, donc, et ça va se traduire par un séjour en réanimation, entre la vie et la mort. Voilà, parce que on remet une couche en plus sur sa difficulté personnelle. Donc, ça crée une forme de dépression importante, physique, je dirais. On est dans l'endormissement, dépression biologique, qui détermine ce plan nouveau de la symptomatologie. En plus des difficultés qu'il peut y avoir en réanimation. Vous savez qu'en réanimation, le problème qui se pose, c'est que la lumière est allumée jour et nuit. Donc, vous n'avez plus de différence entre le jour et la nuit. Vous ne mangez plus, vous mangez avec des sondes, donc vous n'avez plus ce rythme corporel qui se joue à travers le fait d'avoir faim, le fait d'être rassasié, d'être détendu, donc en tension quand vous avez faim, en détente quand vous êtes satisfait. Donc, le rythme corporel est plat. Et puis, le temps. Le temps n'est pas différencié. Il n'y a pas les heures de repas, il n'y a pas cette structure temporelle qui permet au corps de s'inscrire dedans et d'y éprouver une limite. Tout est plat, comme l'électrocardiogramme, tout est plat. Donc, effectivement, c'est une structure qui est aussi à prendre en considération lorsque les personnes sont déjà en difficulté par rapport à leur vie et qui sont confrontées à un problème supplémentaire dans une organisation qui ne permet plus au corps d'être porté vers, parce qu'il y a une absence de relation, tout le monde est pareil, tout le monde a une blouse pareille, tout le monde a des masques qui sont pareils, tout le monde est habillé pareil, et on n'a plus la possibilité donc de porter, je dirais même pas son affection, mais porter son intérêt sur une personne plutôt qu'une autre. On est dans une totalité de non-différenciation. Cette non-différenciation qu'on retrouve aussi sur le plan du tonus, c'est exactement la même chose. Je veux dire par là que sur le plan du corps, on est aussi dans une indifférenciation entre la contraction et la détente. Quelque chose donc, qui est indifférencié. Et c'est dans cette indifférenciation qu'on crée une situation qui est proche de la mort. Donc voilà, elle a la possibilité de se récupérer, donc elle se récupère, et puis la maîtresse à l'école
qui voilà, cherche à l'aider et qui va reprendre donc, le cadre adaptatif pour, disons, mettre un cadre, mettre une limite réaliste hein, qui, à partir de là, va lui permettre d'avoir une différenciation technique, hein, c'est-à-dire pas structurée par elle, structurée comme une prothèse de l'extérieur et qui va lui permettre de se récupérer en partie, mais vraiment pas totalement, puisque eh bien, elle a le verdict du retournement, ça veut dire dans ce fonctionnement où tout le monde est pareil, ben, elle n'est pas pareille, elle redouble. Hein. Et puis, le père, derrière tout ça, qui est très fâché, parce que redoubler, c'est ne pas être bon sur le plan de l'école, c'est ne pas réussir dans la vie, voilà, lui, c'est tout ça. Il est dans l'adaptatif. Donc, ça met une situation de crise. Voilà. Alors, je vais reprendre mes notes. Voilà, donc je vois les parents avec la jeune fille et ce que je fais dans un premier temps, c'est de montrer les difficultés, de reprendre ce que le père a dit, les difficultés que la jeune fille a pu rencontrer et de proposer à la jeune fille de décider elle-même si ça lui paraît bien qu'on travaille ensemble et que je puisse l'aider donc à trouver les clés, mais elle-même, avec mon aide, trouver les clés qui lui permettraient donc de se retrouver. Voilà. Et elle accepte. Alors, je fais ça parce que c'est une demande du père que je la prenne en charge et qu'il s'en débarrasse. Voilà. Il ne peut plus gérer le problème, il ne sait plus comment gérer le problème, c'est un poids et il cherche quelqu'un pour se débarrasser de ça hein, et en même temps de la relation avec sa fille. Voilà. Donc, la première chose que je mets en place, c'est une relation avec elle. Voilà. Est-ce qu'elle veut, est-ce qu'elle est désireuse de créer une relation avec quelqu'un qui est décidé à l'aider, qui est nouveau pour elle. Hein. C'est toujours, on lui a rien demandé, déjà. Hein. On lui a dit il faut faire ça, voilà. Et toujours, notamment à l'école, on a décidé pour elle. Donc, je me situe relationnellement autrement. C'est-à-dire que c'est toujours la même situation. Ce qui est important, c'est de créer une situation qui vient du patient. Et le patient va dire, faire des choses dans la relation avec vous qui va lui permettre petit à petit de se construire, d'exister et d'exister par l'imaginaire. Voilà. Alors, la première étape, ça va se trouver, elle va organiser avec moi une relation de double mimétique, hein, de double adaptatif. Hein. C'est-à-dire qu'elle va venir, mais elle va avoir énormément de mal à parler
si je ne fais pas le premier pas. Bon, il faut toujours que je prenne sa place. Voilà. Donc, on va parler de ça. Dans cette première étape, on va parler de sa manière d'être en relation où il faut que je prenne sa place. Donc, à partir de là, ça va lui permettre de comprendre comment elle a fonctionné et comment elle a pu se construire dans des repères qui finalement l'arrangeaient parce que c'était des repères qui étaient des repères d'autorité, des repères d'apprentissage et non pas des repères affectifs. Donc, elle va parler de sa peur d'organiser des rapports affectueux avec les gens par peur de les perdre. Et elle va me dire que pendant tous ces 3 premiers mois donc, de relation avec moi, elle a fait une relation au neutre. Voilà, je suis neutre, elle est neutre. Et comme ça, si jamais je ne suis pas contente d'elle et je l'abandonne, eh bien, ça ne posera pas de problème. Voilà. Par la suite, elle va oser, elle va m'apporter elle va m'apporter des cadeaux, enfin des cadeaux. Elle va venir avec un pain au chocolat, par exemple, et elle en a pris 2, donc un pour moi, un pour elle. Et elle me demande de manger le pain au chocolat en même temps que moi. Vous voyez, donc, dans le double. Mais dans un double où là, il y a quelque chose qui change. On n'est plus au neutre, mais il y a quelque chose qui se crée de l'ordre de l'affectivité. Et d'une affectivité que j'accepte. J'accepte le pain au chocolat. Bon, bien sûr, il y a encore un cadre adaptatif, matérialiste. Mais pour elle, c'est la forme de relation qu'elle peut organiser actuellement pour sortir de son fonctionnement adaptatif. Une fois qu'elle est rassurée quant à ma relation, donc elle n'a plus besoin de ces objets pour avoir une relation avec moi et elle ose se lancer dans une relation vraie, sentière, matérialiste, dans la relation avec moi. Et ce qu'elle va faire, dans un premier temps, c'est changer l'écriture de sa main et se mettre à écrire à gauche. C'est-à-dire dans une relation fusionnelle avec moi, avec ma droite, je suis en face d'elle, et cette relation fusionnelle avec moi, en l'écrivant avec la main gauche, est une relation donc de grande proximité et où elle retrouve un sentiment de bonheur affectif. Et petit à petit, elle m'explique que cette main gauche qu'elle utilise par rapport à ma main droite en moi, c'est comme si elle existait dans une relation maternelle avec moi. Et ça va lui permettre de se construire, de se situer sur le plan de l'espace et d'y trouver un certain plaisir qu'elle n'avait jamais connu dans le domaine de l'écriture et du rapport au corps. Et puis, petit à petit, elle est rassurée quant à la relation avec moi et elle m'explique qu'elle va pouvoir quitter cette écriture à droite pour trouver une écriture à elle, avec cette écriture à gauche, pardon,
pour trouver une écriture à elle avec la main droite, c'est-à-dire une main qui est la sienne, qu'elle choisit par rapport à elle, elle le verbalise comme ça, et qui est bien sûr en correspondance par rapport à son corps, puisqu'elle est latéralisée à droite. Et elle utilise ce choix latéral pour s'autonomiser de moi, en passant de la gauche, qui est une relation fusionnelle avec moi, par peur de me perdre, comme ce qu'elle avait fait sur le plan de la vision binoculaire, se rapprocher, trouver dans ce rapprochement ce qui lui convient et créer une ouverture vers la différenciation parce qu'elle n'a plus peur de pouvoir me quitter en partie parce qu'elle va me retrouver. Et elle m'explique que ce qui l'aide aussi beaucoup dans cette situation-là, c'est le rythme des séances. Le rythme des séances est un rythme adaptatif, donc d'une séance par semaine, mais il n'empêche que dans ce cadre adaptatif, elle me quitte, elle me retrouve, elle me quitte, elle me retrouve. Et que, en me retrouvant, après m'avoir quitté, ça crée une forme de réassurance quant à la perte qui va lui permettre de ne pas assimiler la différenciation de l'autonomie comme un deuil, comme une situation de perte définitive. Vous voyez comment les choses se passent? Les actions, le corps, tout ça devient un rapport au symbolique. Et dans ce processus de différenciation, eh bien, ce qui va apparaître, c'est le rêve. Le rêve va lui permettre, donc, à travers ce processus de différenciation, le rêve va lui permettre de se représenter la situation de perte, va lui permettre de se représenter la situation de perte définitive, comme la mort, va lui permettre de récupérer par l'imaginaire la personne morte, qui est une manière de la conserver en elle, et qu'elle ne soit pas quittée définitivement, et va lui permettre de se représenter ce qu'elle est en train de réaliser et de le verbaliser. Donc, elle va dire, je sens mon corps, je sens deux côtés maintenant, un côté différent de l'autre. Mes deux bras, mes deux mains ne sont plus pareils. Je vais pouvoir choisir. Le choix, c'est moi. Dans les mathématiques, il y a 2 fois ma. Dans maman, il y a aussi 2 fois moi. Donc, elle fait le lien sur le plan de la différenciation entre les mathématiques, où il y a 2, mais il y a 1 et 1, et non plus 2 pareils, c'est-à-dire 1 qui est différent de 1, et elle va faire le lien avec le problème de la relation à la mère. C'est-à-dire, dans maman, il y a 2 fois maman, comme dans les mathématiques, donc il y a 1 et 1. Et ça, c'est après, je vais pouvoir choisir, je vais pouvoir exister. Donc, je vais pouvoir choisir, je vais pouvoir exister comme 1. Existant comme 1, j'ai sur le plan de la représentation la notion du 1 et je peux remarquer que dans mathématiques, il y a 1 fois, 2 fois ma.
Et je peux remarquer que dans maman, il y a une fois, deux fois maman. C'est-à-dire ce rapport avec la relation à la mère et le fait d'exister en tant que un qui permet d'accéder aux mathématiques parce qu'elle existe en tant que un. Vous voyez comment les choses se passent? Alors elle l'explique bien sûr avec ses mots à elle. Hein. Et donc, nous élaborons tout ça ensemble. C'est-à-dire tout ce que je viens de dire, c'est à partir de son discours, tout ce qu'on a élaboré ensemble au niveau de maintenant de la symbolique de son discours. Donc, c'est là où vous pouvez comprendre le passage de l'adaptatif au représentatif. Vous voyez que c'est un tout autre discours, que c'est une toute autre compréhension des problèmes qui sont les siens, et à partir du moment où on sait contre quoi on lutte, eh bien, c'est une base possible pour le dépasser. Avant, elle ne savait pas contre quoi elle luttait. Donc, il n'y avait pas la représentation. Donc, maintenant qu'en rêve, elle rêve de ce qu'elle est en train de réaliser, qu'elle a deux bras, qu'elle a deux mains, qu'elle se voit avec sa mère, qu'elle voit que sa mère a... Tout ça, c'est récupéré aussi en rêve par la suite. Hein. Ça lui permet de mieux comprendre ce qui se passe en elle et de pouvoir en parler. Donc, maintenant, elle fonctionne donc sur le mode de la représentation. Et cette possibilité de mise en image va lui permettre de s'intéresser à la perte de sa potentialité imaginative. Et elle va me dire que deux éléments pour elle ont été importants. Par rapport donc, au refoulement de la fonction de l'imaginaire. Elle me dit que le refoulement de la fonction de l'imaginaire, à son avis, s'est mis en place au moment où elle s'est rendue compte de la perte de sa mère. C'est-à-dire quand sa mère l'a récupérée, vous vous souvenez, hein, et que à ce moment-là, elle a revécu avec sa mère. Elle me dit que ça lui a permis de ne pas se mettre dans une relation qui pourrait être abandonnante, le fait de refouler l'imaginaire. Comme tout le monde est pareil, si on en prend un, on se retrouve avec un autre. C'est pareil, ça fait le même rôle. Ensuite, elle m'a dit que quand sa mère est décédée, il y a à nouveau une perte de l'imaginaire. Et elle me dit que ça lui a permis d'être dans la vie, de se rattacher à la vie quotidienne, au présent, pas dans le passé, pas de penser à sa mère, pas de penser au deuil de sa mère. Et que, au fond, ça lui a permis de ne pas être confronté à sa peine. Donc tout ça lui a rendu service pour un moment, mais que effectivement, maintenant, elle comprend que cette situation a été très pénible pour elle et qu'elle s'est perdue là-dedans. Elle va penser que la solution pour qu'elle puisse s'organiser différemment, c'est d'aller de plus en plus dans l'autonomie. Elle va m'expliquer que pour l'école, il lui semble qu'elle a besoin
de toute seule comprendre les notions qu'on lui donne en classe. Et que c'est en ayant plus d'autonomie qu'elle pourra y arriver. Et elle me dit aussi que finalement, en fonctionnant sur le plan de l'imaginaire, elle pourra retrouver peut-être des femmes affectueuses qui pourraient fonctionner comme sa mère et qu'elle s'en est coupée et qu'elle a besoin de ça dans un premier temps. Et elle me dit qu'elle va m'utiliser d'ailleurs dans ce cadre-là. Donc, je lui précise effectivement qu'elle me dit pour un moment, pour ne pas qu'on s'enferre dans cette relation de type maternel, mais qu'on puisse s'ouvrir vers une autre dynamique de prise de distance de la relation et de passage à un élément qui est différent. Et puis, petit à petit, elle parle de son père. Alors, elle n'a pas une confiance énorme dans la relation avec son père. C'est un homme qui fonctionne dans l'adaptatif et elle n'a pas la sensation qu'il est affectueux avec elle. Il est normatif, ils font des choses ensemble, mais il est dans le faire, il n'est pas dans l'affection. Et elle l'a trouvé donc chez quelqu'un d'autre qui est un cousin du père, donc un oncle pour elle, quelqu'un qui fonctionne plus dans ce cadre de l'affectueux et en plus qui est à distance parce que c'est pas le père, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle vit avec son père à deux. Donc d'organiser une situation édipienne quand il n'y a pas le tiers, situation de rapprochement au père, quand il n'y a pas l'agressivité contre le tiers, c'est un phénomène qui est très dangereux, parce qu'on est trop proche. Donc, c'est tellement dangereux que ça ne peut pas se mettre en acte très souvent dans certains cas. Donc, elle va utiliser cette personne à distance pour nouer avec elle une relation donc plus proche qui lui permet donc de s'autonomiser avec elle, de créer un imaginaire donc édipien et d'avoir une situation d'agressivité que je supporte parce qu'elle se crée aussi vis-à-vis des images féminines, mais aussi dans la relation avec moi. Et puis, à partir des rêves, on peut travailler cette situation donc de rapprochement vis-à-vis d'un substitut paternel et d'agressivité vis-à-vis d'un substitut maternel, ce qui va lui permettre petit à petit de passer à autre chose, c'est-à-dire d'une problématique donc d'identification, alors en partie à une image maternelle qui va être comme repère, dont je vais être le repère, mais je dis en partie parce que dans tous les livres de psychologie, on vous explique qu'il y a une identification aux parents de même sexe, qui est vrai, mais il y a une identification, je dirais, plus massive aux parents de même sexe, mais ce n'est pas pour cette raison que le père est absent. Il y a aussi une identification en partie au père. Et dans cette identification en partie au père, elle va, puisque c'est une distance que l'on crée, c'est-à-dire on va créer un personnage où on va repérer dans la mère, dans le père, des choses qui nous conviennent, qu'on va reprendre sur le plan de la personnalité en tant qu'image de soi. Donc, on a de la distance, on est dans le choix, on est dans le comme, on n'est pas l'autre, on est comme l'autre. Dans ce comme, il y a toute une distance donc, qui se crée et qui va lui permettre
de retourner dans l'image paternelle, puisqu'il y a la distance, et d'y trouver les repères dont elle a besoin pour pouvoir ensuite se diriger vers d'autres repères identificatoires masculins et féminins. Voilà l'histoire de cette jeune fille. Alors, on a dit qu'on coupait à quelle heure? Oui, on peut faire peut-être une petite pause. Alors, je vais finir avec l'observation clinique pour vous donner le cheminement, et puis après, on fait la pause. Pour nous, dans ce cheminement de construction de l'enfant jusqu'à le monde, disons, de l'adolescence, vous avez vu que l'enfant se construit dans le double. Dans la psychothérapie, elle est d'abord dans un double mimétique, c'est-à-dire un double où on est pareil, mais où on reprend la relation à la mère avec quitter, retrouver ce qui la rassure quant à la perte, puisqu'elle peut me retrouver la semaine d'après. Donc, on est dans un double dépourvu de potentialité imaginative. Ensuite, vous avez vu, il y a le phénomène donc de possibilité, donc de différenciation qui s'organise, mais on est dans une différenciation qui est encore proche de la fusion, puisque elle se structure dans le double de moi en tant que relation maternelle, maternante. Donc là, on est dans une situation où, quand on se structure sur le plan de la projection à l'origine, quand l'imaginaire existe à l'origine, cette relation de double fonctionne, dans lequel l'enfant va se structurer dans le double de l'autre avec une apparente autonomie, mais il y a une relation qui est encore proche de la fusion. Et puis, il y a le processus de différenciation qui va lui permettre d'utiliser donc son propre corps, c'est-à-dire de quitter cette latéralité en miroir, si vous voulez, par rapport à un représentant maternel, et structurer donc un corps qui lui est proche, qui est le sien, qui est plus proche d'elle. Et puis, petit à petit, avec l'autonomie de plus en plus importante, elle repère que c'est ça qui lui permet de se construire. Et puis, on aborde le plan donc de la relation édipienne. Le plan de la relation édipienne, c'est un plan de conflit, où on est en conflit donc, avec le parent qui est comme soi, et en situation de rapprochement avec le parent qui est différent de soi. Et dans cette situation de conflit, il y a deux éléments qui sont importants. Le fait qu'on ne peut pas être en situation de rapprochement, sinon ça peut faire peur au conflit ou ça peut l'enquister aussi dans d'autres cas. Quand le conflit n'existe pas, ça fait peur. Quand le conflit existe, ça peut l'enquister. Et elle a choisi donc quelqu'un à distance, un référent paternel, pour vivre ce conflit, pour qu'il y ait une situation de rapprochement au père, mais avec la distance nécessaire, étant donné qu'elle vit seule avec son père. Et puis, le dépassement du conflit édipien et le mouvement identificatoire qui se crée. Alors là, elle retourne vers le père, puisque dans le mouvement identificatoire en elle-même, on est dans le comme, donc on prend de la distance dans la relation, qu'elle peut prendre sans avoir peur de la perte, puisqu'elle a restructuré le processus de perte,
Et ça lui permet donc de s'identifier en partie aux parents de même sexe et puis et aux parents de sexe, en partie aux parents de même sexe et en partie à moindre aux parents de sexe opposé. Voilà comment se construit l'enfant. Et après, on prend de la distance par rapport à ces identifications premières et on trouve d'autres modèles pour pouvoir se structurer qui changent tout au long de la vie. Donc, vous voyez la structuration telle qu'elle se crée avec la problématique de l'imaginaire qui apparaît donc chez cet enfant qui fonctionne dépourvu de potentialité imaginative, qui apparaît au moment de la différenciation. Alors, dans le fait qu'il y ait, ce que vous devez rechercher, le refoulement de la fonction de l'imaginaire, il y a deux choses. Il y a le processus de différenciation dans lequel se crée donc, le mouvement porteur de l'imaginaire qui est la projection, et l'énergie du rêve qui est là, mais qui peut se mettre à l'extérieur parce qu'il y a une différenciation dedans-dehors. Donc, le processus de différenciation qui était lié à la perte, se différencier, c'était lié à la perte, donc il ne pouvait pas se structurer dans le fonctionnement de l'enfant. Et puis, les bienfaits, en apparence, de ne pas se structurer sur le plan de l'imaginaire, ne pas penser au passé, ne pas se représenter le passé, ne pas se représenter la mort de la mère, ce qui lui permet, si vous voulez, d'amoindrir la situation de deuil en surface. En surface. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire, bien sûr, que quand elle commence à récupérer la potentialité imaginative et à comprendre le problème du 1 fondamental pour les mathématiques, petit à petit, bien sûr, l'écriture, la lecture et la rédaction et les mathématiques vont petit à petit se récupérer. Voilà. Eh bien, on va s'arrêter là pour une pause. Est-ce qu'on fait un quart d'heure? Oui, un quart d'heure. C'est un quart d'heure? D'accord. Donc, à notre montre, il est le quart. On se retrouve à la demi et vous préparez vos questions pour me poser des questions. OK? Alors, à tout à l'heure. Avant de poser les questions, je voulais vous demander, il y a la dernière revue sur la psychosomatique relationnelle, les 30 ans du centre, qui vient de paraître. C'est une revue en ligne chez Kern. Donc, d'abord de nous faire de la publicité. Elle peut s'acheter sur le site de Kern. Vous connaissez Kern? Kern, c'est un diffuseur qui diffuse des livres et des revues en ligne et qui est très important dans les universités du monde entier. Voilà. Donc, si vous avez des particuliers qui sont intéressés pour acheter la revue, donc vous leur dites d'aller sur le site de Kern et la revue s'appelle Psychosomatique relationnelle. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si je voulais envoyer la revue à certains, si vous n'avez pas reçu la revue, à ce moment-là, vous m'envoyez un mail et je vous l'envoie par mail. OK? Voilà. Sylvie, s'il vous plaît, il y a quelqu'un en salle d'attente qui attend que vous l'acceptiez, s'il vous plaît. Oui. C'est fait. Merci. Merci. C'est qui? Je mets mes lunettes pour vous voir. Alors, vos questions. Vous n'êtes pas tous là. Moi, c'est pas vraiment une question, mais c'est une remarque plutôt, parce que ça m'a
enfin, le témoignage m'a assez émue et la façon avec laquelle la petite fille a structuré ce qu'elle voulait réellement m'a beaucoup touchée parce que finalement, c'est pas lié à l'âge. Elle peut être aussi jeune et savoir exactement ce qu'il lui faut et ce dont elle a besoin. Et ça m'a vraiment touchée. Écoutez, ça marche avec l'acte d'autonomie. À partir du moment où les patients peuvent s'autonomiser dans la relation avec vous, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé les forces pour pouvoir s'autonomiser, à ce moment-là, ils guident leur vie. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut surtout écouter les patients, que les choses viennent d'eux-mêmes, parce qu'ils savent très bien, et beaucoup mieux que vous, ce dont ils ont besoin pour se structurer. Voilà. Exactement. Il faut les écouter, il faut les entendre. Les écouter et les entendre, c'est autre chose. Ça veut dire entendre, comprendre ce qu'ils sont en train de vous dire. Vous voyez, quand la petite jeune fille apportait un pain au chocolat, dans les techniques de psychanalyse, on refuse tous les cadeaux. Ok, ça n'est pas bien les cadeaux, tout ça. Je ne dis pas que tous les cadeaux ont la même valeur, mais vous imaginez d'avoir refusé le pain au chocolat. Hein? Non, ça l'aurait vraiment. Elle n'est pas capable, sur le plan de la représentation, elle n'est pas capable de dire les choses. Vous voyez, donc, elle les agit, comme tous ces gens dans l'adaptation. Ils sont dans l'action. Et c'est à vous de déceler ce que l'action veut dire. Vous voyez, et de répondre en fonction de l'action, dans un premier temps. Parce qu'ils en ont besoin de cette réponse en fonction de l'action. Et puis après, on peut repasser à la représentation de l'action. Vous voyez, c'est autre chose. Mais ce qui est important, c'est de répondre dans un premier temps. Parce que, alors, qu'est-ce qui vous permet de répondre aussi? C'est pour ça qu'on vous donne les notions théoriques. Hein. Ce qui vous permet de répondre, c'est d'avoir ces notions théoriques, de comprendre. Hein. Les notions théoriques, ça vous permet de comprendre. Vous les avez emmagasinées en vous, et quand vous êtes confronté à une situation relationnelle, eh bien, vous vous dites, tiens, voilà, c'est ça, ça revient. Comme j'ai eu une de vos camarades tout à l'heure à la pause qui me dit, je lui dis, ça vous a intéressé? Il me dit oui, parce que il y a des images de mes patients qui me sont revenues. Voilà, dans la description que vous faisiez des fonctionnements. Ben, c'est ça. Vous avez, je vous dis pas de coller des étiquettes ou des choses apprises. Hein, c'est pas ça du tout. Mais c'est l'écoute de vos patients qui vous permettra de dire, ah, bien, ça, on l'a vu quelque part. Vous voyez, ça me rappelle ça. Hein, c'est différent. Faut pas coller des étiquettes. C'est ça. Ça réduit la personne et ça se sent. Ouais. Ça va à l'encontre du non-jugement, à mon sens. Oui, bien sûr. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. C'est très clair. Sylvie? Oui. Oui. Sylvie, je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Oui, alors moi, mon questionnement, c'est sur des patients. Quelles sont les pathologies? Parce que moi, effectivement, comme tu as dit, il y a quelqu'un qui t'a posé une question à la pause. Moi aussi, j'ai une image d'une patiente où il y a eu, comment tu as appelé ça, le double, Oui. où il a été trop longtemps présent. Oui. Et c'était une personne qui présentait des troubles de la personnalité paranoïaque. Ok. Et elle était beaucoup dans la manipulation. Oui. Donc, c'est le fort des paranoïaques. Pas que les paranoïaques. Pardon? C'est le fort. Oui,
la structuration paranoïaque qui fonctionne comme ça. Il Oui, n'y a pas que les paranoïaques qui fonctionnent comme ça, mais ils fonctionnent comme d'accord. ça. Mais en particulier, cette patiente que j'ai eue pendant pratiquement 3 ans, Oui, que j'ai accompagnée pendant 3 ans. oui, Et donc, moi, j'étais dans une unité de femmes et enfants victimes de violences. Donc, oui, je l'ai accompagnée pendant toute cette durée et oui, j'ai dû mettre fin à mon stage. oui, Et du coup, au moment où je lui annonce pour qu'une autre personne prenne le relais, oui, elle m'envoie un message et c'est là où je comprends là maintenant que, en fait, elle avait pris son autonomie. Parce que qu'est-ce qu'elle m'écrit sur le message? Elle m'écrit, c'est une expression qu'on dit en espagnol. C'est après que je me suis renseignée, qu'est-ce que ça voulait dire, c'est-à-dire chez elle exactement. oui, Elle m'écrit hasta la vista. oui, oui, Ça, ça veut dire que bon, j'ai pris mon envol peut-être. C'est bon maintenant que vous partez et que au début, mon ressenti c'était comme si je la laissais en fait. mais elle vous a dit ça dans quel moment de la relation? C'était au bout de 3 ans, je devais mettre fin à mon stage dans cette association. Ah, d'accord. Ah oui, bien sûr. Et donc, voilà, la dernière séance, après notre dernière séance, je lui annonce Mais, avec beaucoup de délicatesse. Elle a beaucoup évolué, elle avait beaucoup avancé, elle avait pris son envol par rapport, il y a eu des petits pas, des petits pas, des petits pas, des progressions. Et elle est arrivée à une autonomie malgré justement beaucoup de choses qui n'allaient pas. oui. Et puis, quand je lui annonce ça, elle m'envoie par WhatsApp. Elle m'écrit ça Mais par WhatsApp. vous l'avez eu en face à face? Oui. Elle vous a écrit ça après? Elle m'a écrit ça après parce que comme il y avait eu le Covid, on a fait quelques séances quand même Oui, bien sûr. par WhatsApp. Donc, elle avait mon numéro de téléphone. Bah, c'est très bien parce que ça lui a permis quand même de, de créer petit à petit une distance. Hein, parce que normalement, si vous voulez, quelqu'un qui finit sa thérapie, enfin, par rapport au stage, elle savait qu'il y avait une fin de stage. Elle savait que Oui, elle le oui. savait. Mais elle savait pas quand. Elle savait pas quand. Elle Oui, savait que j'étais stagiaire, mais quand, elle ne savait pas. d'accord. Ben, normalement, une séparation, ça se prépare. Hein. Donc, si vous voulez, ce qu'on fait, nous, dans une fin de thérapie, c'est qu'on commence à voir les gens tous les 15 jours, d'accord? Puis après, tous les 3 semaines, et puis après, à la demande. Vous voyez? Donc, on ne coupe pas comme ça la relation tout d'un coup, parce qu'il faut qu'ils s'habituent à se prendre en charge. Hein, pour éviter une situation de deuil. Et après, je veux dire, vous êtes un repère. C'est-à-dire que si la personne veut venir vous voir pour faire le point, elle peut venir vous voir pour faire le point. Vous voyez? Il faut éviter le deuil. Pourquoi il faut éviter le deuil? Parce que ça peut faire régresser le patient. Et Oui. le travail que vous auriez fait avec elle serait annulé. Vous voyez? Mmh. Donc c'est pour ça qu'on fait les choses vraiment petit à petit. Hein. Alors elle vous a dit hasta la vista, c'est pas, c'est à une autre fois dans le temps, quoi. C'est vrai que ça se passe comme ça. Elle vous a pas dit hasta pronto, c'est Non. bientôt. Hein. Mais c'est la réalité de la situation. Hein. Je veux dire par là que je trouve que c'est une défense par rapport à la situation. Oui, oui, je l'ai pris comme ça d'ailleurs. Elle se défend par rapport à la situation. Alors, les structures paranoïaques sont des structures qui sont extrêmement difficiles à prendre en thérapie parce que, disons que le fonctionnement paranoïaque, c'est comme un délire qui est accroché à la réalité. C'est-à-dire que
c'est très difficile de rentrer dans leur monde. C'est un monde qui est fermé, où il y a un discours qui est fait pour qu'ils aient toujours raison. Vous voyez, c'est ça. Hein, et que vous ne rentriez pas dans ce monde. Alors, c'est délirant parce que c'est fait pour ça. Et si vous leur montrez que dans la réalité, dans le concret, leur idée ou ce qu'ils font ou ce qu'ils vivent n'a pas d'impact, les partis, donc ces personnes-là s'arrangent pour que, si vous voulez, ils aient raison. Oui, mais il y a de l'agressivité par la suite parce que une fois j'ai tenté, c'était mon ressenti en séance de contredire, pas de contredire, mais juste, mais je suis tout le temps rentrée dans son monde en fait. Mais même en rentrant dans son monde, il y a eu quand même des évolutions, il y a eu des changements, il y a eu pas mal de choses. C'est lourd quand même, c'était lourd, c'est 3 ans. Oui, non, mais c'est très, très difficile. Le seul moyen, rentrer dans son monde, c'est leur dire que vous êtes d'accord avec cet aspect délirant. Le seul moyen possible de faire quelque chose, c'est de reprendre son propre discours et de mettre en lien les contradictions. Parce qu'il y en a. Hein? Mais tout est fait pour que si vous dites quelque chose, ils vous répondent pour avoir raison. Peu importe la vérité, peu importe, voilà, c'est ça. Donc la seule possibilité de rentrer, de faire quelque chose, c'est d'essayer de voir, je dirais même pas la réalité, l'imaginaire et la réalité, parce que ça marche pas, puisque l'imaginaire et la réalité sont là pour créer ce discours fermé. Mais leurs contradictions, oui, ça, vous pouvez les pointer et à ce moment-là, vous les faites travailler sur leurs propres, pas sur vos propos à vous, mais sur leurs propos à vous. Oui, oui, d'accord. Hein, ok. c'est la seule possibilité de contact que vous pouvez avoir avec eux. Ok. Merci Sylvie. Oui, j'avais une question par rapport à la précédente intervention, quand vous avez parlé du plan de la relation oedipienne, Oui. en disant que l'enfant rentrait en conflit avec le parent qui est comme lui et se rapproche de celui qui est différent de lui. Et du coup, cette proximité ou cette différence, elle est exclusivement liée au sexe du parent ou ça peut être un caractère? C'est quoi son critère à l'enfant? Enfin, quel est le critère pour se rapprocher? Initialement, si vous voulez, le contexte édipien est lié à la sexualité, hein, c'est-à-dire à la... Alors non, je ne sais pas si on peut parler comme ça de sexualité, parce que, disons, est lié au fait que l'enfant commence à comprendre la différence entre l'homme et la femme. Ok? Hein, c'est ça, la différence des sexes. Alors, on ne peut pas parler de sexualité, parce que si on parle de sexualité, on parle de sexualité, je dirais, adulte. Donc, c'est une mauvaise manière de parler. Mais en tous les cas, c'est lié à ça. C'est que l'enfant se rend compte qu'effectivement, il y a quelque chose sur le plan de la sexualité qui est différent de l'homme par rapport à la femme. Donc, il va se rapprocher pour le garçon de la mère, pour la fille du père, c'est-à-dire de l'apparition de deux choses, avec des pulsions qui s'éveillent en lui. Hein. Il y a le fait de la masturbation, tout ça, hein, qui commence à éveiller l'enfant, hein, et le fait qu'il y a une différence entre lui et l'autre. Hein. Donc, c'est ça. Hein.
disons que c'est la première découverte de la sexualité. La deuxième découverte de la sexualité, ça sera à l'adolescence. À l'adolescence, il y a une reprise en compte de la problématique sexuelle, la problématique édipienne, pardon, mais alors là, qui est sexualisée. Parce que là, on est dans... Oui, alors c'était surtout sur celle-ci que ma on est question vraiment portait. dans les pulsions sexuelles, hein, où effectivement, on va se rapprocher du père, parce que ça devient un objet sexualisé, mais qui ne fait pas peur, comme les copains garçons à l'extérieur. Hein. Donc, on va vivre cette relation-là avec, bien sûr, une agressivité par rapport à la mère. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, d'une part, dans l'agressivité par rapport à la mère, l'enfant fait ses griffes, ou dans l'agressivité du garçon par rapport au père, hein, c'est la même chose. L'enfant fait ses griffes pour y trouver sa confiance en lui. Voilà. Ça, c'est un phénomène qui est extrêmement important. Deuxième chose, ce qui fait que la situation est tenable pour le jeune homme, c'est qu'il y a effectivement cette situation d'agressivité, souvent mal faite d'ailleurs, par rapport aux patients de même sexe. C'est-à-dire que le fait qu'il y a de l'agressivité, on peut avoir une situation de rapprochement. Parce qu'il y a aimer et pas aimer. Donc on peut aimer et pas aimer. Oui. Tandis que si on peut uniquement que aimer, à ce moment-là, ça crée une relation trop proche par rapport aux parents de sexe opposé et ça fait peur. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok, merci beaucoup. Pardon, Sylvie, moi je voudrais poser une question un petit peu sur les trois formes, c'est-à-dire ceux qui sont pourvus d'imaginaire, ceux qui sont dépourvus et les mixtes. Est-ce que on est tous, c'est-à-dire chaque personne, elle est dans une catégorie et on ne parle de pathologie que lorsqu'il y a une somatisation au niveau du corps? Alors j'ai dit, ne parlez pas de somatisation parce que ça ne fait pas professionnel. Parlez de pathologie psychosomatique. Exactement. Parce que somatisation, c'est trop galvaudé par le tout venant. Hein. Oui, bien sûr, il y a des fonctionnements. Pas parce qu'on a un fonctionnement qu'on est malade. Ok. Heureusement, on n'est pas tout le temps malade. Hein. Et on a pourtant des fonctionnements. Ok. Hein. Ce qui génère la pathologie psychosomatique, c'est l'impasse ou le conflit. C'est deux conflits d'ailleurs. Conflit avec issue ou conflit sans issue ou impasse. Conflit avec issue, ça détermine une pathologie fonctionnelle. Conflit sans issue, ça détermine une pathologie organique. Ok? C'est-à-dire que et surtout la circularité. Hein, c'est-à-dire c'est pas le conflit qui détermine le conflit qui détermine la pathologie, hein, c'est le conflit qui détermine la pathologie et la pathologie qui vient réhabiliter le conflit. Hein, c'est linéaire. C'est pas linéaire, c'est circulaire. C'est circulaire. Hein, voilà. Merci. Ce que vous ne trouvez pas dans la médecine psychosomatique. Dans la médecine psychosomatique, c'est linéaire. Alors que ce n'est pas vrai, c'est circulaire. Donc, il y a une pathologie psychosomatique, elle joue un rôle face au conflit. Et puis, il y a des pathologies psychosomatiques, n'oubliez pas, qui sont une manière de régler le conflit aussi. Bon, pour un temps, mais c'est une manière de régler le conflit. Merci. Dernière question, je ne sais pas. Avant de continuer. Moi, je voulais juste demander par rapport au fonctionnement. On avait dit que ce n'était pas figé. Donc, est-ce qu'une même personne
tout au long de sa vie peut à un moment donné être mixte, un autre Oui, bien sûr. adaptatif, un autre. Du moment que ça cause pas de problème, c'est que, comme on a dit, il n'y a pas. Non, les gens peuvent tout à fait changer de fonctionnement. Quelqu'un qui est pourvu de potentialités imaginaires, par exemple, qui est marié avec quelqu'un qui fonctionne dans l'adaptation, par exemple, pour des besoins de quoi de ne pas se fâcher dans le couple, d'être en communion dans le couple, peut en venir à perdre cette potentialité imaginative par relation amoureuse, hein, par exemple. Hein. Okay. De la même manière que quelqu'un qui est dans un couple qui a fonctionné dépourvu de potentialité imaginative, avec un mari dépourvu de potentialité imaginative, peut évoluer en dehors du couple, hein, et récupérer son imaginaire. Et à ce moment-là, effectivement, ça pose des problèmes de couple aussi. Je veux dire, il y a des relations qu'on peut rencontrer dans la vie courante qui font qu'on peut soit évoluer, soit régresser. Retrouver des camarades de classe 10 ans après, alors vous verrez, soit ils ont changé, soit ils ont régressé. C'est les deux possibilités. Donc, il faut prendre les fonctionnements comme quelque chose. Moi, je les ai un peu figés pour vous permettre de comprendre, mais il faut reprendre les fonctionnements comme quelque chose qui n'est pas figé. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui a fonctionné sur le plan de l'imaginaire et qui, pour une raison X de son histoire, en vient à refouler cette fonction d'imaginaire et fonctionner donc dans l'adaptation, il garde quelque chose quand même du fonctionnement riche sur le plan de l'imaginaire qui a été avant. Donc, vous voyez l'adaptation et puis vous voyez quand même des petites choses de la vie où là, il y a quand même de l'imaginaire qui s'est gardé. Alors pour vous, c'est intéressant parce que pour tirer les fils de la situation, vous allez exactement repérer ce qui marche, d'accord, et agir ce bouton-là pour permettre d'évoluer. Hein. Mais il faut savoir qu'on garde toujours quelque chose d'un fonctionnement dont on a été avant. D'accord. Même s'il y a régression, hein, on garde quelque chose d'un fonctionnement dont il a été avant. Okay. De la même manière qu'un patient vous quitte à un moment donné parce que, je ne sais pas, vous avez dit quelque chose qui l'a trop touché, ou bien la vie fait qu'il vous quitte. Et si c'est un enfant, c'est que les parents ne supportent pas son évolution. Voilà. Par exemple, une mère hyper protectrice ne va pas supporter que son enfant s'autonomise, par exemple. Hein. Donc, il faut savoir aussi que ce qui est acquis est acquis. Hein. Donc, il retrouvera ce nœud qu'il a construit avec vous, il le retrouvera après. C'est ça. Mais moi, j'ai l'impression que si ce genre de choses m'arrive, ça va être très frustrant pour moi. Parce que tout à l'heure, j'y ai pensé. Je me suis dit, et si je suis en relation avec un enfant, c'est-à-dire je suis un enfant, et que les parents décident d'un jour, du jour au lendemain, d'arrêter. J'ai l'impression que ça va beaucoup m'impacter parce que j'aurais pas encore abouti à... Enfin, je sais qu'on n'est pas forcément à la recherche d'un objectif, mais un minimum. J'ai l'impression que ça va beaucoup Je vais vous m'impacter. expliquer quelque chose. J'ai vu une adolescente qui était en train de tout casser chez elle pour qu'on la mette en thérapie. D'accord ? Toute la maison,
tout ce qu'il y a sur les murs, les tableaux, tout ça, elle a tout cassé pour que ses parents enfin l'amènent en thérapie. Quand je l'ai vue pour la première fois, c'était pas violente ni quoi que ce soit, mais elle était dans une telle situation d'impasse dans la relation à ses parents, qui, en l'occurrence dans la relation à la mère, qui ne supportait pas qu'elle se différencie d'elle, elle a joué le tout pour que enfin elle puisse aller voir quelqu'un. Vous voyez ? Cet enfant, dans son histoire, a fait une thérapie quand elle était enfant. Et quand elle a commencé à s'autonomiser, à se différencier de sa mère l'a enlevée de la thérapie. Donc, vous voyez que ce qui a été acquis est resté. Et que c'est ça qui lui a permis de tout casser pour qu'enfin Ils sont elle entendus. puisse parler à quelqu'un. Moi, j'avais une question. Est-ce que du coup, lorsque l'on voit ce genre de comportement par rapport aux parents, est-ce qu'on peut proposer un travail avec les parents? Est-ce que ça s'est déjà vu? Alors, d'abord, quand on travaille avec un enfant, on travaille avec 3 personnes. Parce qu'un enfant est pris dans la dynamique familiale. Donc, moi, je travaille avec les parents. C'est-à-dire que je vois les parents régulièrement. Je dis que ça correspond... Je banalise, si vous voulez. Je dis que ça correspond à la manière dont je travaille. Bon, ils veulent pas. Ça, c'est autre chose. On en parle. Et que régulièrement, je les vois pour faire le point. Voilà. Y faire le point, comme ça. Vous voyez, c'est quelque chose un peu de banal. Voilà. Et ça permet aussi de suivre l'évolution des parents, quelquefois de leur donner des conseils aussi. Et j'ai l'habitude de proposer à l'enfant d'être là ou pas. Voilà. Je ne le force pas parce que quelquefois il y a des choses, des secrets qui peuvent être dits en l'absence des parents. Et ça nous rend bien service. Je ne le force pas. Mais par contre, je demande, je lui parle de ce qui s'est passé dans la relation avec les parents et je lui demande ce que je peux dire et ce que je ne peux ne pas dire. Voilà. Pour que vraiment je sois à l'écoute de ce qu'il veut que je fasse. Donc, voilà. Maintenant, le problème de la thérapie des parents, très souvent, quand ce sont des parents comme cette mère-là, bien sûr, elle refuse toute thérapie. C'est pas possible qu'elle soit confrontée à ces difficultés, puisque disons que c'est son manque à être quelque part qui se rejoue dans la relation avec sa fille. Donc, elle préfère avoir, je dirais, cet objet qui règle son problème de vie plutôt que d'être confrontée à son problème de vie. Donc, bien sûr, on peut tout à fait proposer aux parents des groupes de parents ou une thérapie familiale avec les 2 parents, des thérapies de couple, des thérapies individuelles, mais il faut le proposer au bon moment quand vous sentez que l'écoute est possible et il ne faut pas non plus que ça les fasse fuir. Et il faut qu'ils soient d'accord, bien sûr. Mais bon, quelquefois ils ne sont pas d'accord, mais après, ils peuvent revenir quelques années après et vous dire qu'ils ont besoin d'une thérapie pour eux. C'est quelque chose qui est possible. Mais ce qui est plus facile, par contre, c'est quand vous avez des parents en thérapie, un parent en thérapie, à un moment donné, de leur dire que ça serait bien que pour leur enfant, l'enfant puisse faire une thérapie. Ça, c'est plus facile à organiser que le contraire. Parce qu'il y a toujours les risques que les parents se vexent, que les parents se fâchent par rapport à ça. Mais est-ce que ça fonctionne comme quand il y a une thérapie et qu'il y a le contact juste avec l'enfant?
On va dire que c'est le cas de figure des parents à qui on a Mais proposé je sais ça pas. au tout début et qui ont refusé. Écoutez, je ne sais pas, parce que j'ai toujours travaillé comme ça. Ça m'est paru une évidence dès le départ, même quand je travaillais dans les centres psychopédagogiques où c'était interdit de voir les parents, parce que c'était le médecin qui avait le seul droit de voir les parents. J'ai jamais travaillé comme ça. Donc, je peux pas vous dire. Mais je pense que c'est très difficile de travailler d'une autre manière. Je ne dis pas que quelquefois, le contact, enfin dans les CMPP, c'est pas du tout la même chose que quand on travaille en individuel. Hein. Mais en tous les cas, c'est sûr que en fait, même quelquefois, d'introduire les parents en tant que relation à trois à un moment opportun de la psychothérapie, ça a fonction de dynamiser la thérapie. C'est ça. Il faut aussi impliquer l'école ou pas forcément? Alors ça, c'est un gros problème parce que quand vous travaillez dans des centres psychopédagogiques, vous avez la possibilité d'avoir une assistante sociale qui va à l'école. C'est son job. Ce qui fait que vous n'êtes pas prisonnier du résultat scolaire. Quand vous êtes en individuel, il se peut qu'à un moment donné, en l'occurrence dans les phobies scolaires, vous soyez obligé de parler avec l'école. Parce que le problème des phobies scolaires, c'est que les enseignants n'ont pas fait psycho et ils comprennent mal qu'un enfant puisse avoir des problèmes pour venir à l'école. Donc, c'est important de pouvoir avoir quelqu'un qui fait le tiers entre vous et les enseignants. Donc, voilà, ça c'est important. Et puis, quelquefois aussi, disons qu'il y a des maîtresses d'école qui ont un regard qui n'est pas juste sur l'enfant et ça permet d'affiner les choses. Voilà. Mais c'est pas forcément toujours bon. Il faut faire attention non plus de ne pas se faire piéger par l'école. C'est ça. Oui, c'est bon? Ok. On va pouvoir continuer.